Voici une question qui semble sortir d'un film Marvel, mais qui s'avère être prise tout à fait au sérieux par certains des physiciens les plus décorés au monde. Combien de multivers y a-t-il? Pas combien d'univers, de multivers. Et cette distinction pèse de tout son poids. Un multivers est déjà censé tout contenir. Il est censé être l'ensemble complet, le grand total, la collection intégrale de tout ce qui existe. Ainsi, demander combien il y en a ressemble un peu à demander combien de totalité il existe. Cela ressemble à un paradoxe. Cela ressemble au genre de choses qui vous fait expulser d'un séminaire de philosophie. Et pourtant, nous voici au début du XXIe siècle, avec des articles sérieux dans des revues sérieuses, explorant précisément cette question. Non pas parce que les physiciens ont perdu la tête, mais parce que plusieurs des théories les plus fructueuses et les plus rigoureusement testées de la science, lorsqu'on suit leur logique jusqu'à sa conclusion, pointent avec insistance dans cette direction. Les autres univers n'étaient pas ce que l'on cherchait. Ils sont apparus de toute façon, comme une conséquence mathématique d'équations que les physiciens ont développées pour expliquer toute autre chose. Le mot multivers est désormais employé à tout bout de champ. On le retrouve dans les superproductions cinématographiques, les séries télévisées, les bandes dessinées et les jeux vidéo. L'image mentale que la plupart des gens s'en font implique des versions alternatives d'eux-mêmes faisant des choix différents. Une version qui aurait accepté l'autre travail, serait restée dans l'autre ville ou aurait dit quelque chose de différent au moment le plus crucial. Cette image n'est pas entièrement fausse et il existe un cadre scientifique respectable qui tend vers quelque chose de similaire. Mais la véritable science du multivers est plus étrange, plus variée et, à bien des égards, plus troublante que tout ce qu'Hollywood a réussi à porter à l'écran. Il s'avère également qu'il n'existe pas une seule version du multivers. Il existe au moins 4 cadres scientifiquement distincts, chacun découlant d'un domaine différent de la physique, chacun ayant ses propres implications sur le nombre d'autres réalités existantes, de quoi elles sont faites, et si nous pourrions un jour les détecter. Dans certaines versions, les autres univers sont identiques aux nôtres. Dans d'autres, ils possèdent des lois physiques totalement différentes. Dans d'autres encore, ils fonctionnent selon des règles mathématiques qui n'ont rien de commun avec tout ce que nous avons pu observer. Les réponses à la question « Combien de multivers y a-t-il » vont de 0 à 1 jusqu'à l'infini, dépendant entièrement de la version de la physique qui s'avérera exacte. Ce que nous allons faire, c'est partir de là où nous sommes réellement, la bulle d'espace que nous pouvons voir, et progresser vers l'extérieur à travers chaque couche de l'idée, en explorant la physique qui la sous-tend, les scientifiques qui l'ont développée, et ce que cela signifierait pour la nature de la réalité si l'une de ces théories était vraie. Mais d'abord, il est utile de savoir qu'il ne s'agit pas d'une idée nouvelle. L'intuition que notre univers n'est peut-être pas le seul est ancienne, et ceux qui l'ont défendue en ont payé le prix fort. En 1584, un moine italien nommé Giordano Bruno publia un dialogue philosophique intitulé « De l'infinito, universo e mondi » sur l'univers infini et les mondes. Il y affirmait que l'univers était d'une étendue infinie, que les étoiles étaient des soleils lointains semblables aux nôtres, et que ces soleils étaient orbités par des mondes, dont beaucoup pourraient être habités. Il alla plus loin que ce que la plupart étaient prêts à accepter.
il proposa que l'univers n'avait pas de centre, pas de lieu privilégié, pas de hiérarchie. Tout était équivalent. La Terre n'était pas spéciale, le Soleil n'était pas spécial. Notre agencement particulier d'étoiles et de planètes n'était qu'un exemple parmi une infinité d'autres. Bruno ne travaillait pas à partir des mathématiques de l'inflation ou de la mécanique quantique. Il travaillait à partir d'un raisonnement philosophique et d'une sorte d'intuition cosmologique intrépide. Il commettait également, selon les critères de son époque, quelque chose de très proche de l'hérésie. L'Église était profondément attachée à un cosmos doté d'un centre et d'un but. Un cosmos dans lequel la Terre occupait une position unique et privilégiée, avec l'humanité au sommet de la création. L'univers infini de Bruno, avec ses mondes infinis, ne laissait aucune place à cette vision. En 1600, après 8 ans d'emprisonnement et un procès par l'Inquisition, Giordano Bruno fut brûlé vif sur le Campo de Fiori à Rome. Ses livres furent placés sur l'index des livres interdits. La nature exacte des accusations ayant le plus contribué à son exécution reste un sujet de débat historique, les dossiers du procès ayant été en grande partie détruits, mais ses opinions cosmologiques en faisaient certainement partie. Bruno ne fut pas la première personne à suggérer l'existence de mondes multiples. Le philosophe grec ancien Anaximandre a pu évoquer cette idée au VIe siècle avant notre ère. Les atomistes, Leucippe et Démocrite, proposèrent que l'univers était à infini et contenait une infinité de mondes, certains ayant leur propre soleil et lune. Mais Bruno a introduit l'idée dans l'ère moderne avec une spécificité et une force inhabituelles. Et le prix qu'il a payé reflète à quel point elle était radicalement déstabilisante pour la vision du monde dominante de l'époque. L'idée que notre univers est spécial, unique, central, l'intégralité de l'existence, a été contestée et érodée à chaque étape depuis lors. Copernic a délogé la Terre du centre du système solaire dans les années 1540. Galilée a confirmé et étendu ce déplacement avec son télescope. Newton a montré que les mêmes lois de la physique s'appliquent dans tout l'univers observable, que les étoiles ne sont pas encastrées dans une sphère céleste divine obéissant à des règles différentes, mais sont des objets soumis à la même gravité que celle qui régit les pommes et les boulets de canon. Hubble a montré dans les années 1920 que la Voie lactée est une galaxie parmi des milliards, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles, réparties dans un univers en expansion bien plus vaste que tout ce que l'on avait imaginé. Et maintenant, au XXIe siècle, les physiciens explorent sérieusement la question de savoir si notre univers tout entier, avec ses 93 milliards d'années-lumière, ses 2 billions de galaxies et ses centaines de milliards d'années d'histoire, n'est lui-même qu'un exemple parmi un ensemble vaste ou infini. Bruno aurait reconnu le schéma, sinon les mathématiques. La question qu'il a posée au prix de sa vie est la même que celle que les physiciens posent avec des équations. Est-ce que vraiment tout ce qu'il y a? Avant que tout ceci ne puisse avoir du sens, il est utile d'être au clair sur ce que le mot « univers » signifie réellement en physique, car il est utilisé de 2 manières différentes qui importent énormément ici, et les confondre mène directement à une confusion sur ce qu'est et n'est pas le multivers. La première signification est l'univers observable, la sphère d'espace d'où la lumière a eu assez de temps pour nous parvenir depuis le Big Bang.
l'univers est âgé d'environ 13,8 milliards d'années. La lumière voyage à une vitesse fixe. Cela signifie qu'il existe une distance au-delà de laquelle, peu importe la puissance du télescope que nous construisons, nous ne pouvons tout simplement pas voir. Non pas parce que quelque chose bloque la vue, non pas parce que le signal est trop faible, mais parce que la lumière provenant de ces régions n'a pas encore eu le temps de nous atteindre. L'univers n'existe pas depuis assez longtemps. Cette limite se situe à environ 46 milliards d'années-lumière dans chaque direction à partir de la Terre, un peu plus que ce que l'on calculerait à partir du seul âge, car l'espace lui-même s'est étendu pendant que la lumière voyageait, ce qui éloigne les galaxies lointaines à mesure que la lumière s'approche de nous. Le diamètre total de l'univers observable s'élève à environ 93 milliards d'années-lumière, contenant environ 2 billions de galaxies. Chaque étoile, chaque planète, chaque nébuleuse, chaque trou noir supermassif que les astronomes ont jamais observé se trouve à l'intérieur de cette sphère. L'horizon cosmique n'est pas un mur, et il n'a rien de spécial du point de vue de quiconque se trouverait à proximité. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre vous téléporter au bord de notre univers observable, vous verriez exactement ce à quoi vous vous attendriez. L'espace, des galaxies, des étoiles s'étendant dans toutes les directions, avec une autre sphère d'univers observable centrée sur votre nouvelle position. Vous regarderiez en arrière vers la Terre et la verriez située au bord de votre nouvel horizon. L'horizon est relatif à l'observateur. Ce n'est pas une frontière physique dans l'espace. C'est simplement la limite de ce que la lumière a eu le temps d'atteindre. La seconde signification de « univers » est l'ensemble, tout ce qui existe, que nous puissions le voir ou non. Et c'est là que la conversation devient intéressante, car les deux significations sont souvent confondues d'une manière qui brouille énormément le débat sur le multivers. L'univers observable, un horizon non pas parce que l'espace s'y arrête, mais à cause de l'âge et de l'histoire de l'expansion du cosmos. Au-delà de cet horizon, l'espace continue presque certainement. Et tout ce que nous avons pu observer de ce côté de l'horizon suggère fortement que l'espace au-delà suit les mêmes règles physiques, contient les mêmes types de matière et est organisé selon les mêmes types de structures. Comment le savons-nous? Les mesures du fond diffus cosmologique, la lueur faible et uniforme qui remplit tout l'espace, le rayonnement résiduel du Big Bang incrusté dans la structure de l'univers lorsqu'il était âgé d'environ 380 000 ans, ne montrent aucun signe de courbure à l'échelle de l'univers observable. Si l'espace était courbé sur lui-même, comme la surface d'une sphère, nous verrions des motifs spécifiques dans le CMB, où certaines fluctuations se répéteraient à l'arrière de la sphère. Nous ne les voyons pas. Les cartes des amas de galaxies ne montrent aucun signe de frontière ou de bord. Le spectre des quasars lointains montre que la même physique opère dans l'univers très primitif que dans le nôtre aujourd'hui. Chaque observation est cohérente avec un espace qui s'étend simplement au-delà de ce que nous pouvons voir, suivant les mêmes lois physiques, rempli des mêmes types de matière et de structures. Si cela est vrai, si l'espace est réellement infini, ou même simplement beaucoup plus vaste que la région observable, alors quelque chose de mathématiquement inévitable s'ensuit. Et c'est la première version du multivers, celle qui ne nécessite aucune physique exotique, aucune nouvelle théorie et aucun saut d'imagination au-delà de l'acceptation que l'espace pourrait s'étendre plus loin que ce que nous pouvons voir.
Max Tegmark est un cosmologiste suédois-américain du MIT qui a réfléchi à ces questions de manière plus systématique que presque quiconque. Il a grandi à Stockholm, fils d'un statisticien et d'une enseignante. En tant que physicien, il s'est fait connaître pour ne pas avoir peur des idées qui mettaient net mal à l'aise d'autres scientifiques, car il insistait pour suivre les mathématiques là où elles menaient, et il était prêt à écrire ouvertement sur ses destinations. Son cadre de travail pour organiser les différents types de multivers en 4 niveaux d'étrangeté croissante est devenu la manière standard dont les physiciens structurent ces discussions. Le premier niveau est aussi le plus simple. Sa logique stipule que notre univers observable contient une quantité finie de matière disposée selon un nombre fini de configurations. Le nombre de façons possibles dont la matière peut être agencée dans une région de l'espace de la taille de notre univers observable est énorme. Tegmark l'estime à environ 10 à la puissance. 10 à la puissance 118 états quantiques distincts. Ce n'est pas un nombre que l'on peut écrire en un temps raisonnable, ni jamais. L'univers observable contient environ 10 à la puissance 80 atomes. Comparer 10 à la puissance 80 à 10 à la puissance 10 à la puissance 118 revient à comparer un seul atome à l'univers observable. Le nombre de configurations possibles dépasse presque l'imagination. Mais il n'est pas infini, et c'est l'infini qui importe ici. Si l'espace est infini, ou même simplement beaucoup plus grand que ce que nous pouvons voir, alors il est rempli d'un nombre infini de régions de la même taille que notre univers observable. Celles-ci sont parfois appelées volumes de Hubble, d'après Edwin Hubble, l'astronome américain dont les observations dans les années 1920 ont montré pour la première fois que des galaxies existent au-delà de la Voie lactée et qu'elles s'éloignent de nous selon un schéma cohérent avec un univers en expansion. L'observation de Hubble est ce qui nous a donné pour la première fois la vision moderne du cosmos comme ayant un commencement et une évolution. Par une ironie qu'il n'a jamais vécue pour l'apprécier, les implications de son travail ont finalement conduit, à travers l'inflation et l'expansion éternelle, à l'idée que notre région observable est l'une des infinies régions similaires dans un univers qui surpasse même ce qu'il aurait pu imaginer. Avec une infinité de volumes de Hubble, chacun ayant un nombre fini de configurations possibles, chaque configuration possible est réalisée, pas une fois, mais une infinité de fois. C'est ce que signifie l'infini. Il ne laisse pas de vide. Avec un nombre infini de lancers de dés, non seulement chaque résultat se produit, mais chaque résultat se produit infiniment souvent. L'univers ne manque pas d'espace pour essayer chaque possibilité et passer à autre chose. Il répète chaque possibilité sans fin, dans une tapisserie spatiale infinie. L'implication est que quelque part là-bas, dans l'espace ordinaire simplement très loin, il existe une autre région de l'univers qui contient une planète identique à la Terre, avec une civilisation identique à la nôtre, avec une personne identique à vous, pensant des pensées identiques aux vôtres, à cet instant précis. Pas similaires, identiques jusqu'à l'agencement de chaque atome, l'activation de chaque neurone, le contenu exact de chaque souvenir. Tegmark estime que la copie la plus proche de ce type se trouve à environ 10 à la puissance 28 mètres. Une distance si grande qu'elle n'a pas de nom, ne peut être visualisée de manière significative et ne sera jamais franchie par aucun signal ou voyageur. Mais c'est une distance finie, dans un univers véritablement infini.
C'est une conséquence mathématique de la combinatoire de base appliquée à un volume spatial infini. Il existe aussi là-bas des versions de vous qui sont presque, mais pas tout à fait, identiques. Une version dont l'histoire a divergé de la vôtre à un moment donné dans le passé et a suivi une trajectoire différente depuis lors. Une version qui a fait des choix différents, vécu des événements différents, abouti à un moment présent différent. Dans un univers infini, chaque version de vous physiquement possible existe quelque part. Toutes ne sont pas vivantes. Toutes ne sont pas reconnaissables comme humaines. Certaines sont des versions où l'histoire de la Terre a divergé bien avant votre naissance, produisant un monde qui ne ressemble en rien au nôtre. Les configurations couvrent toute la gamme de ce qui est physiquement possible, du presque identique au complètement étranger. Bien sûr, il n'y a aucun moyen d'atteindre jamais l'une de ces distances, ni de recevoir un signal de leur part, ni de confirmer que ces copies existent. Elles sont au-delà de l'horizon cosmique par une marge si vaste que nos meilleures sondes spatiales, les objets les plus rapides jamais construits par l'homme, auraient besoin de plus de temps que l'âge actuel de l'univers pour parcourir ne serait-ce qu'une fraction infime de la distance. Mais l'argument en faveur de leur existence ne nécessite rien d'autre que deux prémisses: que l'espace est infini, ou beaucoup plus grand que la région observable, et que la physique fonctionne là-bas de la même manière qu'ici. Les deux prémisses sont cohérentes avec tout ce que nous avons observé. Le multivers de niveau 1, c'est la version la plus conservatrice de l'idée. Le multivers que l'on obtient gratuitement, sans aucune nouvelle physique, simplement en acceptant que l'espace s'étende plus loin que ce que nous pouvons voir. La plupart des physiciens ne perdent pas beaucoup le sommeil à ce sujet. Peut-être parce que ces implications, bien que stupéfiantes, semblent lointaines. Les copies sont trop éloignées pour avoir une importance pratique. Mais en tant que fondement conceptuel, comme démonstration que d'autres univers ne signifie pas forcément une physique exotique ou de la science-fiction impossible, il prépare le terrain pour tout ce qui suit. Pour comprendre d'où vient la deuxième version du multivers, nous devons revenir à un problème spécifique qui troublait les physiciens à la fin des années 1970. Un problème avec le modèle du Big Bang qui était élégant dans sa présentation, mais profondément tenace dans sa résistance aux solutions faciles. Et pour comprendre le problème, nous devons passer un moment avec l'homme qui l'a résolu. Alan Guth est un physicien au ton posé, originaire de New Brunswick, dans le New Jersey. Il a fait ses études de premier cycle au MIT. Il a obtenu son doctorat, puis a passé une décennie à enchaîner des postes de postdoctorat à Princeton, Columbia, Cornell et Stanford. La physique académique est un domaine compétitif où les postes permanents sont rares et où la pression pour produire des idées originales est implacable. En 1979, Guth avait 32 ans, plus âgé que de nombreux postdoctorants, sans poste permanent, travaillant sur des problèmes de physique des particules et de cosmologie qui n'avaient pas encore porté leurs fruits, de manière à attirer l'attention. En décembre 1979, alors qu'il travaillait tard au Stanford Linear Accelerator Center sur un problème lié au monopôle magnétique, des particules hypothétiques prédites par les théories de grande unification qui auraient dû être produites dans l'univers primitif mais n'ont jamais été observées, Guth a eu une prise de conscience. Il a écrit 2 mots dans son carnet en les encadrant. Réalisation spectaculaire. Il les a soulignés 2 fois. Ce qu'il a réalisé, c'est qu'une période d'expansion précoce extrêmement rapide résoudrait non seulement
le problème des monopôles magnétiques, mais aussi deux énigmes plus anciennes et plus profondes qui tourmentaient les cosmologues depuis des années. La première énigme était appelée le problème de l'horizon. Lorsque nous cartographions la température du fond diffus cosmologique, qui est le rayonnement résiduel de l'époque où l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons et les protons se combinent en atomes, environ 380 000 ans après le Big Bang, nous constatons qu'il a presque exactement la même température partout dans le ciel. 2,725 degrés Kelvin, avec des fluctuations d'environ une partie pour 100 000 seulement. Le ciel semble identique, que vous pointiez vos instruments vers le nord ou le sud, l'est ou l'ouest, vers n'importe quelle partie du ciel dans n'importe quelle direction. Cette uniformité est remarquable, et elle pose un problème. Deux régions situées de part et d'autre du ciel, disons une région dans la direction d'Andromède et une autre dans la direction exactement opposée, n'ont jamais été en contact l'une avec l'autre. Compte tenu de la vitesse de la lumière et de l'âge de l'univers, elles ont toujours été trop éloignées pour que la lumière ou tout autre signal ait pu voyager entre elles. Il n'y avait aucun moyen pour elles d'échanger de la chaleur, de s'équilibrer, de s'accorder sur une température. Selon le modèle original du Big Bang, elles n'avaient aucun mécanisme de coordination. Et pourtant, elles semblent identiques. C'est comme si vous trouviez deux pièces scellées aux extrémités opposées d'un continent, n'ayant jamais été reliées d'aucune façon depuis le début des temps, et que vous découvriez qu'elles contiennent de l'air à une température précisément identique. Vous voudriez une explication. La deuxième énigme était le problème de la platitude. Les observations de la structure à grande échelle de l'univers montrent que l'espace est géométriquement plat, non pas courbé sur lui-même comme une sphère, ni s'ouvrant vers l'extérieur comme une selle, mais plat comme un plan. La gravité, le rayonnement électromagnétique et la lumière voyagent tous à travers cet espace sans être déviés par une courbure spatiale. Pour que l'univers soit aussi plat aujourd'hui, les calculs montrent qu'il aurait dû être extraordinairement précis et plat au moment du Big Bang, à environ 1 partie sur 10 à la puissance 60. Toute infime déviation par rapport à une platitude parfaite dans ses premiers instants aurait été amplifiée par l'expansion pour devenir quelque chose d'énorme et de catastrophique. Un univers primitif légèrement courbé positivement se serait effondré sur lui-même il y a des milliards d'années. Un univers primitif légèrement courbé négativement se serait étendu si vite qu'aucune structure ne se serait jamais formée. Le fait que nous nous trouvions aujourd'hui dans un univers plat signifie que les conditions initiales du Big Bang auraient dû être ajustées avec une précision qu'il semble presque impossible d'accepter comme une coïncidence. La solution de Guth était élégante. Il a proposé que dans la première infime fraction de seconde après le Big Bang, dans un intervalle de temps si petit qu'il défie toute comparaison ordinaire, l'univers a connu une période d'expansion exponentielle poussée par un champ à très haute densité d'énergie. L'espace s'est étiré d'un facteur énorme un instant extraordinairement bref. Des estimations prudentes situaient le facteur d'expansion minimal à 10 à la puissance 26. Cela a résolu les deux problèmes simultanément. Le problème de l'horizon disparaît parce que toutes les régions que nous pouvons voir aujourd'hui étaient autrefois entassées dans le même minuscule espace causalement connecté, avant que l'inflation ne les sépare. Elles ont eu le temps d'atteindre la même température alors qu'elles étaient
encore assez proches pour que la chaleur circule librement entre elles. Ensuite, l'inflation a étiré cette zone uniforme à des échelles cosmiques, et l'uniformité a été préservée. Le problème de la platitude disparaît parce que toute courbure qui existait avant l'inflation aurait été étirée de manière si complète qu'elle serait indétectable aujourd'hui. Exactement comme la surface d'un ballon devient localement indiscernable d'un plan plat à mesure que vous le gonflez. Une fourmi à la surface d'un ballon de la taille de la Terre n'aurait aucun moyen de mesurer la courbure de son monde. L'inflation fait la même chose à la géométrie de l'univers, mais à une échelle bien plus extrême. L'inflation n'est pas une idée spéculative à la marge de la cosmologie. Les modèles statistiques spécifiques des fluctuations du fond diffus cosmologique, la manière dont les points chauds et froids sont répartis sur différentes échelles angulaires, correspondent aux prédictions des modèles inflationnistes avec une précision remarquable. Le satellite Planck de l'ESA, qui a cartographié le CEMB avec des détails extraordinaires et a publié ses résultats finaux en 2018, a trouvé des résultats entièrement cohérents avec les prédictions de l'inflation. Les collaborations BICEP et Keck au pôle Sud ont cherché le type spécifique de polarisation que certains modèles inflationnistes prédisent, limitant considérablement la gamme des modèles viables. L'inflation, dans ses grandes lignes, est traitée par la plupart des cosmologues comme étant essentiellement confirmée, même si le mécanisme spécifique reste débattu. Le problème est ce qui arrive quand on pousse les mathématiques de la théorie un peu plus loin que ce dont Guth avait initialement besoin. En 1983, Paul Steinhardt, l'un des physiciens ayant contribué au développement de l'inflation, a découvert quelque chose d'inattendu dans les mathématiques de la théorie. Et Alexander Vilenkin, à l'université Tufts, a trouvé la même chose de manière indépendante, en arrivant par une direction différente dans le calcul. Le mécanisme qui motive l'inflation ne s'arrête pas d'un coup, partout simultanément. Il se désintègre localement par un processus piloté par des fluctuations quantiques. Différentes régions de l'espace cessent de gonfler à différents moments. Tandis qu'une région se stabilise dans la mer chaude et dense de particules que nous appelons le Big Bang, l'espace environnant est toujours en cours d'inflation, s'étirant toujours de manière exponentielle. Et voici la clé. Dans une région de l'espace qui s'étend de manière exponentielle, un nouvel espace inflationnaire est créé plus rapidement que l'espace existant ne peut se désintégrer en univers-bulle. L'inflation s'auto-entretient. Elle crée plus d'espace inflationnaire plus vite que les bulles ne se forment. Le processus ne s'arrête pas. Il continue indéfiniment, générant continuellement de nouvelles bulles, comme une mousse qui ne se dépose jamais. Vilenkin l'a fameusement décrit comme un processus d'autoreproduction. L'univers inflationnaire agissant comme une sorte de moteur cosmique qui génère de nouveaux univers plus rapidement que n'importe lequel d'entre eux ne peut produire d'observateurs pour les compter. Alan Guth, qui est revenu au MIT et y est resté depuis lors, a déclaré qu'il est très difficile de construire des modèles d'inflation qui ne mènent pas à une inflation éternelle. Pas impossible, mais les versions les plus simples et les plus naturelles pointent toutes dans la même direction. Une fois lancée, l'inflation a tendance à continuer. Les modèles qui évitent l'inflation éternelle ont tendance à être plus compliqués, plus finement ajustés et moins bien motivés par les données que ceux qui ne l'évitent pas. Ce n'est pas une vue marginale. Andrei Linde, à Stanford, qui a développé une variante influente de l'inflation appelée inflation chaotique dans les années 1980, est l'un des partisans les plus vocaux de l'inflation éternelle depuis des décennies.
Lind a décrit l'univers comme un cosmos inflationnaire, s'auto-reproduisant éternellement, dans lequel ce que nous appelons le Big Bang n'était qu'un événement local dans un contexte de création continue. L'image que cela dépeint est l'une des plus inhabituelles de toute la science. Le fond inflationnaire n'est pas un lieu au sens reconnaissable du terme. L'espace à l'intérieur s'étend si rapidement qu'aucune particule, aucun signal, aucune structure ne pourrait jamais y persister. C'est un domaine de pure expansion violente, rempli de l'énergie du champ de l'inflaton, sans étoiles, sans galaxies, sans atomes et sans physique, telle que nous la comprenons. Au sein de ce contexte, les fluctuations quantiques font occasionnellement basculer des régions locales vers des états d'énergie plus bas, provoquant l'arrêt de l'inflation dans des poches d'espace qui libèrent alors leur énergie sous forme de rayonnement et de particules. Chaque poche de ce type est un Big Bang. Chacune devient un univers bulle. Notre univers est l'une de ces bulles, en expansion et en refroidissement depuis 13,8 milliards d'années, à l'intérieur d'un contexte plus large qui pourrait être en inflation depuis bien plus longtemps et qui ne montre aucun signe d'épuisement. Les bulles sont séparées les unes des autres, non pas par des murs ou des barrières, mais par un espace inflationnaire qui s'étend plus vite que n'importe quel signal, ne pourrait jamais le traverser. C'est un point crucial. Ce n'est pas que les bulles sont simplement très éloignées les unes des autres. C'est que l'espace entre elles croît activement à un rythme qui dépasse la lumière elle-même. Aucune sonde, aucun message, aucune onde gravitationnelle ne pourrait combler l'écart. De l'intérieur d'une bulle donnée, il n'y a aucun moyen de regarder dehors et de voir les autres. Chaque bulle est causalement isolée, une île totalement autonome, entourée d'un océan inflationnaire, qui est, pour autant que la physique l'indique, infini. Ce que cela signifie de l'intérieur mérite qu'on s'y attarde. Un être intelligent dans n'importe quel univers bulle, aussi différent soit-il du nôtre, regarderait vers l'extérieur et verrait son propre horizon cosmique. Il cartographierait son propre fond diffus cosmologique, CMB. Il déduirait ses propres lois de la physique à partir des constantes qu'il observe. Il n'aurait aucun moyen de savoir que ces lois sont des caractéristiques locales de sa bulle particulière plutôt que des vérités éternelles sur la réalité. De toutes les manières pertinentes, son expérience de l'univers lui semblerait aussi complète et cohérente que la nôtre nous le paraît. Et si la physique dans sa bulle était significativement différente, si l'électron était plus lourd, ou la constante cosmologique plus grande, ou la fusion nucléaire impossible, il ne serait tout simplement pas là pour l'observer. C'est le multivers de niveau 2, et il s'accompagne d'une conséquence qui le rend bien plus significatif que la version de niveau 1. Dans le schéma de niveau 1, chaque région lointaine de l'espace suit les mêmes lois physiques que les nôtres. Des histoires différentes, des agencements de matière différents, mais la même physique sous-jacente. Dans le schéma de niveau 2, les différentes bulles peuvent avoir des physiques entièrement différentes. Lorsque le champ inflationnaire se désintègre dans une région particulière et déclenche le Big Bang de cette région, l'état exact dans lequel il se stabilise, son état de vide, n'est pas nécessairement le même d'une bulle à l'autre. Pensez-y comme à de l'eau qui gèle. Dans des conditions similaires, l'eau peut se solidifier en cristaux de structures légèrement différentes selon les fluctuations microscopiques au moment de la congélation. Le même principe s'applique ici, sauf que ce qui varie n'est pas la géométrie des cristaux,
mais les constantes fondamentales de la nature. La force de la gravité, la masse de l'électron, la constante cosmologique, le rapport entre la force nucléaire forte et la force électromagnétique. Toutes ces valeurs peuvent atterrir sur des chiffres différents dans différentes secondes bulles, car elles sont déterminées par le minimum d'énergie dans lequel le champ se stabilise, et les fluctuations quantiques rendent ce point d'atterrissage imprévisible. Les différences peuvent être énormes. Certaines bulles s'effondrent presque immédiatement après s'être formées. D'autres s'étendent si vite dès le départ que la matière n'a jamais la chance de s'agglutiner sous l'effet de la gravité. Ce qui signifie qu'il n'y aurait ni galaxie, ni étoile, ni chimie. Dans d'autres encore, les atomes pourraient être instables, ou les réactions nucléaires qui fabriquent les éléments, les éléments lourds SOX, à l'intérieur des étoiles, pourraient ne pas fonctionner, laissant un univers composé presque entièrement d'hydrogène et d'hélium, sans carbone, sans oxygène et sans fondement pour la biologie. Dans la plupart des bulles, selon cette image, rien d'intéressant ne peut se produire. La vaste majorité de tous les univers bulles qui se sont jamais formés sont vides, sans caractéristiques et entièrement sans événements. Ce qui mène directement à la question qui hante la physique depuis des décennies. Si la plupart des univers possibles sont stériles et sans vie, pourquoi sommes-nous dans l'un des rares qui fonctionne si extraordinairement bien? Il existe un ensemble de nombres inscrits dans la trame de notre univers, des constantes de la nature qui ne peuvent être déduites de principes fondamentaux, mais doivent être mesurées expérimentalement. La force de l'interaction électromagnétique, la masse de l'électron, la constante gravitationnelle, la constante cosmologique. Ces nombres constituent le fondement de chaque processus physique et ils possèdent des valeurs spécifiques qui, pour autant que la théorie actuelle puisse le dire, n'avaient aucune raison d'être ce qu'elles sont. Il n'y a aucune équation qui les ait prédites à l'avance. Nous les mesurons et acceptons ce que nous trouvons. Ce que nous trouvons est déroutant. La constante cosmologique, la densité d'énergie du vide, qui est le moteur de l'expansion accélérée de l'univers, a une valeur mesurée d'environ 3 fois 10 à la puissance moins 122 en unité naturelle. Ce n'est pas tout à fait zéro, mais c'est extraordinairement proche de celui-ci. L'attente théorique, basée sur les calculs de la théorie quantique des champs, le même cadre théorique qui a produit certaines des prédictions les plus précisément vérifiées de toute la science, est qu'elle devrait se situer aux alentours de 1. L'écart entre l'attente théorique et la valeur observée est de 122 ordres de grandeur. Pour mettre cela en perspective, les physiciens ont fait des prédictions sur le moment magnétique de l'électron qui correspondent à l'expérience à 11 décimales près. Ce type d'accord s'était considéré comme l'une des plus grandes réussites de la physique théorique. La prédiction de la constante cosmologique est erronée de 122 puissance de 10 dans la direction opposée. C'est le plus grand écart entre la théorie et l'observation dans l'histoire de la physique, et de loin. Les physiciens l'appellent parfois la pire prédiction jamais faite par une théorie physique, ce qui est une chose remarquable à dire à propos d'une théorie qui fonctionne si bien sous tous les autres aspects. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que si la constante cosmologique était ne serait-ce que légèrement plus grande que sa valeur réelle, l'univers se serait étendu si rapidement après le Big Bang que la matière n'aurait jamais eu la chance de s'agglutiner sous l'effet de la gravité pour former des galaxies. Légèrement plus négative qu'elle ne l'est réellement,
et l'univers se serait effondré sur lui-même avant même que des étoiles ne se forment. La valeur observée se situe dans une fenêtre étroite à tous égards, qui permet à l'univers d'évoluer vers le lieu riche, complexe et structuré que nous habitons. Et il n'y a aucune raison connue, au sein de la physique existante, pour qu'elle ait atterri là. En 1987, le prix Nobel Steven Weinberg, qui a partagé le prix de 1979 pour ses travaux sur l'unification des forces électromagnétiques et faibles, a publié un article soutenant quelque chose qui semblait presque philosophique à l'époque. Il a proposé que la constante cosmologique est petite parce qu'elle doit être petite pour que des observateurs existent. Si elle était beaucoup plus grande, il n'y aurait pas de galaxies, pas d'étoiles, pas de planètes, pas d'observateurs. Nous nous trouvons dans un univers où la constante permet la vie, car dans les univers où elle ne le permet pas, il n'y a personne pour le remarquer. C'est l'argument anthropique, et Weinberg a noté explicitement qu'il n'est significatif que s'il existe de nombreux univers avec des valeurs différentes de la constante. Il n'a pas invoqué le multivers parce qu'il le voulait. Il l'a invoqué parce que c'était le seul cadre qui donnait à l'argument anthropique une force explicative. 7 ans avant qu'il n'écrive cet article, l'idée de l'inflation éternelle existait à peine. La convergence du problème de la constante cosmologique et de la solution du multivers, arrivant de directions totalement différentes, a semblé significative à de nombreux physiciens. L'histoire du réglage fin commence pourtant encore plus tôt, avec l'un des épisodes les plus étranges de la physique du XXe siècle. En 1953, Fred Hoyle, l'astrophysicien britannique qui a inventé le terme Big Bang, tout en rejetant l'idée lors d'une émission de radio, n'anticipant pas tout à fait que le nom resterait, travaillait sur le problème de la formation du carbone à l'intérieur des étoiles. Le carbone est la base de chaque molécule biologique que nous connaissons. La vie, pour autant que nous puissions en juger, en a besoin. Et il est fabriqué dans les étoiles par une séquence de réactions de fusion nucléaire. Hoyle a calculé que pour que la réaction qui fusionne 3 noyaux d'hélium en un seul noyau de carbone se produise à un rythme assez rapide pour produire les abondances de carbone que nous observons dans l'univers, le noyau de carbone 12 devrait avoir un niveau d'énergie excitée spécifique. Ce que les physiciens appellent une résonance a une valeur presque exactement correcte. Sans cela, la réaction serait trop lente et les étoiles ne produiraient presque pas de carbone du tout. Hoyle a prédit la valeur avant qu'elle ne soit mesurée. Lorsque le groupe de William Fowler à Caltech l'a recherché expérimentalement, ils l'ont trouvé à la valeur pratiquement exacte que Hoyle avait calculée. Hoyle aurait déclaré après coup que l'univers ressemblait à un coup monté. Il n'est jamais devenu religieux au sens conventionnel, mais la précision de la résonance du carbone et ce qu'elle impliquait sur la dépendance de la vie vis-à-vis des détails infimes de la physique nucléaire ne l'a jamais quitté. De petits changements dans la force nucléaire forte, ou dans la constante électromagnétique, ou dans les masses relatives des protons et des neutrons, déplaceraient ensuite suffisamment cette résonance pour empêcher le carbone de se former efficacement dans les étoiles. Et le carbone n'est pas le seul cas. La stabilité de l'atome d'hydrogène dépend de la relation précise entre les masses du proton et du neutron. Le fait que les protons ne se désintègrent pas rapidement, du moins pas au cours de l'âge actuel de l'univers, dépend d'un ensemble spécifique de relations entre les forces.
la capacité des étoiles à briller de manière stable pendant des milliards d'années, assez longtemps pour que des planètes se forment et que la vie évolue, dépend de l'intensité de la gravité par rapport à la force électromagnétique se situant dans une plage spécifique. Chacune de ces valeurs est une constante distincte. Chacune d'elles se situe à une valeur qui permet à la complexité d'exister. C'est ce que les physiciens entendent lorsqu'ils parlent d'un univers réglé avec précision, fine-tuned. Non pas que quelqu'un ait délibérément réglé les cadrans, c'est une question philosophique distincte à laquelle la physique ne peut répondre. Mais que les valeurs spécifiques des constantes semblent, selon toute mesure statistique, avoir été tirées d'une plage acceptable étroite parmi un espace beaucoup plus large de valeurs possibles. La probabilité de tomber au hasard sur des constantes permettant la vie, dans un univers où les constantes sont tirées d'une distribution arbitraire, semble, selon tout calcul direct, être très faible. 3 réponses sont possibles. La première, une théorie plus profonde finira par montrer pourquoi les constantes doivent prendre ces valeurs, supprimant l'apparence de réglage, fin, de la même manière que la mécanique quantique a supprimé le mystère des niveaux d'énergie atomique qui semblait arbitraire aux physiciens du XIXe siècle. C'est une position optimiste et scientifiquement respectable, mais elle nécessite de trouver cette théorie plus profonde, ce qui n'est pas arrivé en un demi-siècle de recherche. La deuxième, la coïncidence, que la plupart des physiciens refusent d'accepter comme explication pour quelque chose d'aussi précis à travers autant de paramètres indépendants. La troisième, le multivers. Les constantes varient d'un univers à l'autre, et nous observons ce que nous observons parce que nous sommes dans l'un des rares cas où elles fonctionnent. La troisième réponse nécessite le multivers, et l'image des bulles de niveau 2, avec son énorme variété de physique possible à travers un ensemble infini de bulles, est le cadre qui rend cela le plus naturel. La troisième version du multivers ne vient pas du tout de la cosmologie. Elle vient d'une énigme qui se trouve au cœur de la mécanique quantique depuis que la théorie a été développée pour la première fois dans les années 1920. Une énigme sur ce que la physique dit réellement qu'il se passe lorsque quelqu'un effectue une mesure. La mécanique quantique décrit le comportement de la matière et de l'énergie aux plus petites échelles. Atomes, électrons, photons, particules fondamentales. C'est que la théorie testée le plus précisément de l'histoire de la science. Les prédictions qu'elle fait sur les résultats des expériences ont été confirmées avec une précision extraordinaire, dans certains cas à plus de 10 décimales. Il ne fait aucun doute que la théorie fonctionne. La question est de savoir ce qu'elle signifie. En mécanique quantique, une particule n'a pas de position définie, ni d'énergie définie, ni de direction de spin définie avant d'être mesurée. Elle existe dans une superposition, un flou de tous ces états possibles à la fois, décrit par un objet mathématique appelé fonction d'onde. La fonction d'onde évolue dans le temps selon l'équation de Schrödinger, une loi parfaitement déterministe. Mais quand vous mesurez la particule, quand vous regardez où elle se trouve ou quel est son spin, la fonction d'onde semble s'effondrer instantanément en un seul état défini. Avant la mesure, superposition. Après la mesure, un résultat spécifique. Cet effondrement est le problème. Il n'est pas décrit par l'équation de Schrödinger. Il se produit pendant la mesure, mais il n'y a pas de définition précise de ce qui compte comme une mesure. Pourquoi une particule n'a-t-elle pas de position définie tant que vous ne regardez pas, mais en a une dès que vous avez regardé?
Qu'est-ce que le regard a de spécial? La théorie nous dit comment calculer la bonne réponse. Elle ne nous dit pas ce qui se passe réellement. En 1935, Erwin Schrödinger, l'un des fondateurs de la mécanique quantique, a conçu une expérience de pensée qui a rendu le problème aussi frappant que possible. Imaginez un chat dans une boîte scellée avec une infime quantité de matière radioactive reliée à un détecteur. Si le détecteur enregistre une désintégration radioactive, un événement quantique, il déclenche un mécanisme qui tue le chat. La mécanique quantique dit que l'atome radioactif existe dans une superposition d'états désintégrés et non désintégrés jusqu'à ce qu'il soit observé. Si le sort du chat est lié à l'état quantique de l'atome et que l'atome est en superposition, le chat est-il à la fois vivant et mort? Schrödinger a conçu cela comme un argument contre une interprétation trop littérale de la superposition quantique. Une démonstration de l'absurdité de la théorie lorsqu'elle est appliquée à des objets du quotidien. Niels Bohr et l'école de Copenhague avaient une réponse. La superposition existe à l'échelle quantique, mais la mesure provoque l'effondrement vers un résultat défini. Quand vous ouvrez la boîte, vous trouvez le chat définitivement vivant ou définitivement mort. L'autre possibilité disparaît. Cette réponse fonctionne pour les calculs. Mais où va la possibilité disparue? Qu'est-ce qu'une mesure exactement? Pourquoi l'acte de regarder quelque chose change-t-il ce qu'il fait? La réponse de Bohr était essentiellement pragmatique. La théorie donne des prédictions, et les prédictions sont correctes. Utilisez la théorie et arrêtez de demander ce qu'elle signifie. Cette attitude a bien servi la physique pendant des décennies, car la mécanique quantique continuait à produire des réponses justes, et les expérimentateurs continuaient à les confirmer. Mais pour un doctorant de Princeton nommé Hugh Everett III, la réponse pragmatique n'était pas satisfaisante. Everett est né en 1930 à Washington, D.C. Il était extraordinairement doué en mathématiques, le genre d'étudiant qui comprend les choses rapidement et n'accepte pas les cadres qu'il juge logiquement incomplets. En 1955, à 24 ans, travaillant sous la direction de John Wheeler, il réfléchissait à la cosmologie quantique. Comment appliquer la mécanique quantique à l'univers entier? L'interprétation de Copenhague pose un problème fondamental à cet objectif. Elle nécessite un observateur extérieur au système quantique pour provoquer l'effondrement. Mais si le système est l'univers entier, il n'y a pas d'observateur extérieur. Il n'y a rien en dehors de l'univers pour le regarder et faire s'effondrer sa fonction d'onde. Le tableau de Copenhague s'effondre à la plus grande échelle possible. La solution d'Everett était radicale par sa simplicité. Il a proposé que la fonction d'onde ne s'effondre jamais. L'équation de Schrödinger est toujours juste, sans exception, pour tout, y compris les objets macroscopiques et les observateurs. Quand vous ouvrez la boîte de Schrödinger et regardez le chat, vous devenez partie intégrante du système quantique. Vous interagissez avec l'état du chat. Le système dans son ensemble, vous plus le chat, plus le détecteur, plus l'air dans la pièce, plus les photons que vos yeux reçoivent, évolue vers une superposition. Dans une branche de cette superposition, vous trouvez le chat vivant. Dans l'autre, vous le trouvez mort. Les deux résultats se produisent. Les deux versions de vous existent. Elles ne peuvent tout simplement pas interagir l'une avec l'autre après coup, car les deux branches de la fonction d'onde ont trop divergé pour jamais se chevaucher de manière mesurable. L'univers ne s'effondre pas vers un seul résultat,
lorsque vous effectuez une mesure. Il bifurque. Chaque événement quantique qui a plus d'un résultat possible produit une scission. Vous vivez dans une branche. Une autre version de vous vit dans une autre. Aucune branche n'est plus réelle que l'autre. Elles sont simplement des parties différentes d'un seul état quantique qui devient plus complexe et bifurque plus rapidement à chaque instant qui passe. Everett a soumis sa thèse à Wheeler en 1956. Wheeler pensait que l'idée était brillante, mais s'inquiétait de la façon dont elle serait accueillie. Il s'est arrangé pour qu'Everett se rende à Copenhague et discute de ses travaux avec Niels Bohr. Cela ne s'est pas bien passé. L'école de Bohr n'était pas intéressée par une interprétation qui conservait tous les résultats, au prix de la multiplication du nombre de mondes en une profusion incompréhensible. Everett a révisé sa thèse, en adoucissant certaines de ses affirmations, et la version plus courte a été publiée en 1957. Elle est passée presque inaperçue. Une poignée de physiciens l'ont lue. Presque aucun n'a répondu. Avant même que la poussière ne soit retombée, Everett a accepté un emploi au Pentagone pour travailler sur la recherche en matière de défense pendant la guerre froide, appliquant la théorie des jeux et la modélisation mathématique à des questions de stratégie nucléaire, dont certaines sont restées classifiées pendant des décennies. Il a quitté la physique académique sans un regard en arrière et n'y est jamais vraiment revenu. Il est mort en 1982, à 51 ans, d'une crise cardiaque soudaine. Il avait passé les années intermédiaires à faire du conseil en défense, devenant assez riche pour s'adonner à son amour de la cuisine et des boissons coûteuses, et observant son idée prendre lentement de l'ampleur en son absence. Le renouveau a commencé en 1970, lorsque Bryce DeWitt de l'Université de Caroline du Nord a écrit un article dans Physics Today, un magazine de physique destiné au grand public, faisant la promotion enthousiaste du cadre d'Everett sous le nom frappant de « monde multiple ». DeWitt a écrit que chaque transition quantique ayant lieu dans chaque étoile, dans chaque galaxie, dans chaque recoin reculé de l'univers, divise notre monde local sur Terre en des myriades de copies de lui-même. Ce genre de langage était frappant et mémorable, et il a pris racine. Wheeler a organisé une conférence sur le sujet en 1977, et il a persuadé Everett, qui avait quasiment disparu de la physique, d'y assister. Everett a présenté ses idées publiquement pour la première fois, devant une salle pleine de physiciens qui les prenaient enfin au sérieux. Il semblait amusé par l'attention. 5 ans plus tard, il était mort. Aujourd'hui, l'interprétation des mondes multiples est l'un des cadres les plus débattus de la physique fondamentale. David Deutsch à Oxford, qui a été le pionnier du domaine de l'informatique quantique en partie, parce qu'il pensait que l'existence d'un ordinateur quantique fonctionnel fournirait des preuves de branches parallèles, soutient depuis des décennies que c'est la seule interprétation complète et cohérente de la mécanique quantique. Sean Carroll à Johns Hopkins considère les mondes multiples comme la lecture la plus naturelle et la plus honnête de ce que disent les équations. Les résultats des sondages parmi les physiciens varient considérablement selon la manière dont la question est posée. Mais une fraction substantielle et croissante de ceux qui réfléchissent sérieusement aux fondements prennent les mondes multiples au sérieux. L'interprétation des mondes multiples est le multivers de niveau 3. Et il convient d'être clair sur ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas.
les branches dans le tableau des mondes multiples. Si l'inflation éternelle fournit un mécanisme pour les univers bulles, la question suivante est: à quel point la physique dans ces bulles peut-elle réellement être différente? Qu'est-ce qui détermine l'éventail des lois possibles? C'est là que la théorie des cordes entre en scène, et là où les nombres impliqués deviennent presque impossibles à traiter. La théorie des cordes est la candidate principale pour une théorie de la gravité quantique, un cadre qui unifierait la relativité générale d'Einstein, qui régit la structure à grande échelle de l'univers, avec la mécanique quantique, qui régit le comportement de la matière aux plus petites échelles. Ces deux théories sont mathématiquement incompatibles dans leurs formes actuelles. On ne peut pas utiliser les deux simultanément pour décrire une singularité à l'intérieur d'un trou noir, ou le premier instant du Big Bang, où les effets gravitationnels et quantiques sont extrêmes. La théorie des cordes propose une solution. Les constituants fondamentaux de la nature ne sont pas des particules ponctuelles, mais de minuscules cordes d'énergie vibrante unidimensionnelles. Différents motifs de vibration correspondent à différentes particules. Un électron, un photon, un graviton, de la même manière que différentes vibrations d'une corde de guitare produisent différentes notes. Un motif de vibration spécifique correspond au graviton, la particule qui porte la gravité. C'est pourquoi la théorie des cordes est principalement intéressante en tant que théorie de la gravité quantique. Elle inclut la gravité naturellement, plutôt que de devoir l'ajouter après coup. Les mathématiques de la théorie des cordes parviennent à produire un cadre cohérent pour la gravité quantique. Mais cela s'accompagne d'une exigence. L'univers a besoin de plus de dimensions que les 4 que nous connaissons. Selon la version, les équations exigent 10 ou 11 dimensions d'espace-temps. Nous en expérimentons 3 d'espace et 1 de temps. Les 6 ou 7 dimensions restantes sont, selon la théorie, compactifiées, enroulées sur elles-mêmes à des échelles si petites qu'elles sont totalement indétectables avec la technologie actuelle, ou probablement avec toute technologie prévisible. Elles sont enroulées plus serrées que des atomes, plus petites que tout ce que nous avons comme instrument pour sonder. La forme et la topologie de ces dimensions cachées importent énormément. La géométrie des dimensions supplémentaires détermine la physique dans les 4 dimensions que nous pouvons voir. L'intensité de la gravité, les masses des particules fondamentales, les valeurs de toutes les constantes. Tout est déterminé, dans la théorie des cordes, par la manière particulière dont les dimensions supplémentaires sont enroulées. Changez la forme et vous changez la physique. Et voici le problème, ou l'opportunité, selon votre perspective. Le nombre de manières distinctes dont ces dimensions supplémentaires peuvent être compactifiées n'est pas petit. Les estimations varient considérablement selon les spécificités du calcul, mais le chiffre le plus couramment cité est d'environ 10 puissance 500. Leonard Susskind de Stanford, l'un des fondateurs de la théorie des cordes et l'un des praticiens vivants les plus influents du domaine, a inventé le terme « paysage » de landscape en 2003 pour décrire cette énorme collection de configurations possibles, empruntant la métaphore au paysage adaptatif de la biologie évolutive. Chaque configuration correspond à un état de vide stable, et chaque état de vide correspond à un ensemble différent de lois physiques possibles. Le nombre 10 puissance 500 mérite un moment d'attention véritable, car c'est le genre de chiffre qui ressemble à un grand nombre, et qui en est réellement un d'une manière qui résiste à toute manipulation intuitive. Le nombre total d'atomes dans l'univers observable est d'environ 10 puissance 80. Le nombre
10 puissance 500 est plus grand que cela d'un facteur de 10 puissance 420. Si vous écriviez une configuration par atome dans tout l'univers observable, puis que vous recommenciez, encore et encore, en remplissant chaque atome de l'univers observable avec un décompte complètement nouveau à chaque fois, vous devriez répéter l'exercice plus de 5 fois avant d'atteindre la fin de la liste. Dans tout sens significatif, il est infini. Le mathématicien dans la salle pourrait insister sur le fait qu'il est techniquement fini, et il aurait raison, mais la différence pratique est nulle. Washington Taylor, au MIT, travaillant avec des collaborateurs sur une analyse plus détaillée du vide de la théorie des cordes en 2015, a calculé que le véritable nombre de configurations distinctes pourrait être bien plus vaste encore, quelque chose de l'ordre de 10 puissance 272 000. Ce n'est pas 272 000 fois plus grand que 10 puissance 500. C'est 10 puissance 500 élevé à une puissance de plus de 500. L'estimation originale semble soudain modeste. Chacune de ces configurations correspond à un univers possible différent, avec des masses de particules différentes, des intensités de force différentes, des constantes différentes. Certains de ces univers s'effondreraient immédiatement. Certains s'étendraient si vite que rien ne se formerait jamais. Certains n'auraient pas d'atomes, pas de chimie, rien de reconnaissable comme une structure. La plupart d'entre eux, selon tout calcul raisonnable, seraient vides et sans traits saillants quelques instants après leur formation. Une poignée relative, mais tout de même un nombre absolu énorme, aurait une physique compatible avec la formation d'étoiles, de planètes et de la chimie. Le paysage se connecte à l'inflation éternelle d'une manière que beaucoup de physiciens trouvent soit belle, soit troublante. Si l'inflation est éternelle et que le champ d'inflaton se désintègre différemment dans différents univers bulles, alors la physique de chaque bulle est déterminée par la vallée du paysage des cordes dans laquelle elle se stabilise. Avec une infinité de bulles, chaque vallée finit par être réalisée quelque part. Notre univers est l'une de ces bulles, celle dont la configuration particulière des dimensions cachées a produit une physique compatible avec notre existence. La plupart des bulles n'auront pas notre physique, mais nous ne pouvions nous trouver que dans une bulle qui la possède. Pour le problème du réglage fin, cela apporte une réponse. D'une certaine sorte, la précision apparente de la constante cosmologique et de toutes les autres constantes n'est pas miraculeuse. Dans un paysage d'une telle variété, combiné à un ensemble infini d'univers bulles réalisant chacun un point différent de ce paysage, l'existence de certains univers avec exactement les bonnes constantes est inévitable. Nous sommes dans l'un de ces univers, non pas parce que nous avons été sélectionnés, mais parce que les autres n'ont pas d'observateurs pour poser la question. L'inconfort scientifique est substantiel et il est légitime. La théorie des cordes n'a pas encore produit de prédictions expérimentales confirmées malgré des décennies de développement. Les particules supersymétriques qu'elle prédit n'ont pas été trouvées au grand collisionneur de Hadrons. Le paysage lui-même est actuellement une structure mathématique et non observationnelle. Et une théorie qui explique le réglage fin de notre univers, en postulant une infinité d'autres univers inobservables, peut, pour un certain état d'esprit, ressembler moins à une explication scientifique qu'à une manière de déclarer le problème insoluble. Il y a des physiciens qui ressentent exactement cela, et qui le disent sans détour. Mais les défenseurs de l'argument du paysage, et il y a des défenseurs sérieux, dont Susskind, Guth et bien d'autres, soulignent que le problème du réglage fin est réel
pas imaginaire. La constante cosmologique est réellement 122, ordre de grandeur plus petite que ce que la théorie quantique des champs prédit. Cette divergence existe, que vous aimiez le paysage ou non. La question n'est pas de savoir si le problème c'est là. Il l'est. La question est de savoir si le paysage est une meilleure réponse que les alternatives, qui se résument actuellement à « nous ne savons pas » ou « tiens ». Cela finira par être expliqué par une théorie plus profonde que nous n'avons pas encore trouvée. Le cadre de Max Tegmark s'achève au niveau 4. Et c'est là que la physique se teinte de philosophie, puis, dans un mouvement très étrange, tente de redevenir de la physique. Le multivers de niveau 4 ne provient pas de l'inflation, de la mécanique quantique ou de la théorie des cordes. Il provient d'une question sur les mathématiques elles-mêmes. Une question que les physiciens considèrent généralement comme acquise, mais qui, lorsqu'on l'examine directement, s'avère profondément étrange. Voici l'observation. Lorsque les physiciens décrivent l'univers, ils écrivent des équations. Le comportement d'un électron dans un champ magnétique est décrit par une équation. La courbure de l'espace-temps autour d'un corps massif est décrite par une équation. La façon dont la lumière se propage dans un milieu est décrite par des équations. L'évolution de l'univers, de ses tout premiers instants jusqu'à la structure à grande échelle que nous observons aujourd'hui, est décrite par des équations. Et ces équations fonctionnent, avec une précision extraordinaire. Elles fonctionnent dans des circonstances qui dépassent de loin celles dans lesquelles elles ont été développées. Elles prédisent des phénomènes dont personne ne soupçonnait l'existence avant que les mathématiques ne les indiquent. L'existence de la planète Neptune a été calculée avant que quiconque ne regarde dans la bonne direction pour la voir. L'existence du boson de Higgs a été prédite par les mathématiques des décennies avant qu'un accélérateur ne puisse en produire un. Les ondes gravitationnelles ont été prédites par les équations d'Einstein en 1916 et détectées exactement comme les mathématiques le décrivaient, un siècle plus tard. Ce succès n'est pas manifestement attendu. Pourquoi un univers fait de matière et d'énergie obéirait-il à des règles mathématiques précises? Pourquoi des équations griffonnées par des humains sur du papier décriraient-elles le comportement de galaxies lointaines qui n'ont jamais interagi avec un humain, ou l'intérieur d'un trou noir où aucun observateur ne pourrait survivre? Le physicien Eugene Wigner a abordé exactement cette question dans un célèbre essai de 1960 intitulé « L'irrationnelle efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles ». Son point de vue était que la connexion entre les mathématiques abstraites et la réalité physique est elle-même un mystère. Un mystère que les physiciens utilisent constamment, mais ne s'arrêtent presque jamais pour examiner. La réponse de Tegmark est que la connexion n'est pas un mystère, parce que ce n'est pas une connexion du tout. Il propose que l'univers ne se contente pas d'obéir à des règles mathématiques, il est une structure mathématique. La réalité physique et une structure mathématique spécifique ne sont pas deux choses distinctes, l'une étant la description de l'autre. Elles sont la même chose. Il n'y a pas de monde physique derrière les équations vers lesquelles les équations pointent. Les équations sont le monde. Ce que nous percevons comme la matière, l'espace, le temps et l'énergie sont des propriétés de la structure mathématique elle-même. Si cela est vrai, une question naturelle s'ensuit. Qu'est-ce que ça qui rend notre structure mathématique spéciale? Pourquoi cet ensemble d'équations a-t-il le droit d'être réel, alors que d'autres structures mathématiques parfaitement valides restent
purement abstraite. Si l'univers est une structure mathématique et que nous n'avons aucune raison particulière de penser que cette structure est privilégiée par rapport aux autres, alors Tegmark soutient qu'il n'y a aucune base de principe pour les traiter différemment. Toutes ces structures mathématiques et cohérentes devraient être également réelles. Pas métaphoriquement, pas comme une métaphore pour dire « elle pourrait exister ». Réellement, physiquement réelle, aussi réelle que notre univers l'est pour nous. C'est l'hypothèse de l'univers mathématique. C'est le multivers de niveau 4. Et ce qu'il contient dépasse véritablement la portée de l'imagination humaine actuelle pour se le représenter pleinement. Pas seulement des univers avec des constantes différentes, pas seulement des bulles avec des masses de particules différentes, mais des univers avec des types de physique totalement différents. Des univers avec plus ou moins de dimensions. Des univers où le temps ne coule pas dans la même direction. Des univers où la relation entre cause et effet fonctionne différemment. Des univers construits à partir de structures mathématiques qui n'ont aucun chevauchement avec les mathématiques de notre physique. Certaines de ces structures seraient au trop simples pour contenir quoi que ce soit que nous reconnaîtrions comme de la complexité ou de la vie. D'autres pourraient être si étrangères que le mot « vie » ne s'appliquerait d'aucune manière que nous pourrions relier à notre propre expérience. Tegmark soutient que le multivers de niveau 4 est en réalité la version la plus parcimonieuse de l'idée, celle qui nécessite le moins d'hypothèses inexpliquées. Dans le tableau standard, notre univers existe et les autres non, ce qui soulève la question « pourquoi ?» Qu'est-ce qui fait de notre structure mathématique la structure spéciale qui devient réelle? L'hypothèse du niveau 4 dissout cette question en affirmant qu'aucune d'entre elles n'est spéciale. Elles existent toutes. Il n'y a pas de « pourquoi celle-ci ?» car il n'y a pas de sélection. Tout ce qui peut exister existe. La vieille question philosophique « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» se transforme également dans ce tableau. La réponse est simplement que le rien, un état dans lequel aucune structure mathématique n'existe, est lui-même un concept mathématique. Et si toutes les structures mathématiques existent, alors l'absence de structure mathématique n'existe pas. Le néant est exclu par la même logique qui inclut tout le reste. Que ce soit une réponse véritablement satisfaisante ou un tour de passe-passe philosophique, est une question à laquelle chaque personne ne peut répondre que par elle-même. La plupart des physiciens considèrent le multivers de niveau 4 comme un cadre provocateur et stimulant plutôt que comme une théorie scientifique au sens habituel du terme, et pour cause, il ne fait aucune prédiction qui pourrait être testée, même en principe, avec une quelconque technologie concevable. Mais il gagne sa place dans cette discussion, parce qu'il est la destination honnête de la logique qui nous a menés ici. Suivez les implications de prendre la physique au sérieux, jusqu'à leur conclusion. Et c'est là que vous aboutissez. C'est la frontière ultime de ce que l'idée de tous les univers possibles pourrait signifier. Le problème évident avec chaque version du multivers, dans presque toutes ses formes, est que les autres univers se trouvent-ils par définition au-delà de l'observation. L'horizon cosmique isole les régions de niveau 1. L'espace en expansion entre les bulles, au niveau 2, garantit que les univers bulles ne peuvent pas communiquer entre eux. La décohérence qui sépare les branches de niveau 3 empêche toute interaction entre elles. Alors, que pourrions-nous chercher, le cas échéant?
il existe une véritable exception, spécifique au multivers à bulles de niveau 2. Si l'inflation éternelle produit continuellement des univers bulles, alors, dans l'histoire très ancienne de notre univers, lorsque les bulles venaient de se former et avant que l'inflation n'éloigne tout, deux bulles ont pu être occasionnellement assez proches pour entrer en collision. La collision aurait envoyé une onde de choc à travers l'espace de notre univers primordial, laissant une empreinte spécifique et géométriquement précise dans le fond diffus cosmologique. Un anneau circulaire où les fluctuations de température semblent légèrement différentes du ciel environnant. L'empreinte serait circulaire, car la zone de collision est sphérique et nous la voyons en coupe transversale, de la même manière qu'une sphère qui intersecte un plan plat produit toujours un cercle. C'est une véritable prédiction de certains modèles de multivers à bulles, et elle peut être recherchée avec de véritables télescopes. En 2011, une équipe dirigée par Irania Peiris à l'University College London a effectué une recherche systématique dans les données WAP, recherchant spécifiquement les empreintes statistiques des collisions de bulles. Ils n'ont trouvé aucune preuve statistiquement significative. Des analyses ultérieures des données du satellite Planck à plus haute résolution ont abouti à des conclusions similaires. L'absence du signal ne prouve pas que le multivers à bulles n'existe pas. Notre bulle pourrait simplement ne pas avoir eu de voisins proches, ou le signal pourrait être trop faible pour les instruments actuels, ou notre position particulière dans la bulle n'aurait pas été sur le trajet d'une onde de collision. Mais l'empreinte n'est pas apparue. Certains physiciens travaillent sur des approches connexes, utilisant la statistique du CM lui-même. Si notre univers bulle s'est formé à l'intérieur d'un fond inflationnaire plus large, il pourrait y avoir de subtiles anisotropies statistiques dans le CMB. De légères différences dans le motif des fluctuations selon la direction que l'on regarde. Celles-ci seraient différentes des anneaux de collision de bulles, ressemblant davantage à une direction préférentielle subtile intégrée dans la structure de l'univers primordial. Il existe des indices de telles anomalies dans les données Planck. Des caractéristiques comme le soi-disant axe du mal, un alignement suspect de certains motifs CMB à grande échelle, connus depuis l'époque de WMAP. Mais la signification statistique est contestée et l'interprétation est débattue. Rien de tout cela ne constitue un signal confirmé. Roger Penrose, le mathématicien et physicien britannique, qui a partagé le prix Nobel de physique 2020 pour ses travaux sur les trous noirs et les singularités, a proposé une approche différente. Ne pas rechercher les collisions entre bulles, mais des preuves que notre univers n'est pas le premier d'une séquence. Sa théorie, la cosmologie cyclique conforme, propose que l'univers traverse des cycles répétés. Big Bang, expansion, refroidissement, mort thermique, suivi d'un nouveau Big Bang. Dans son modèle, les étapes finales d'un cycle précédent, en particulier l'évaporation des trous noirs supermassifs près de la mort thermique de cet univers, laisseraient de faibles traces dans le CMB du cycle suivant, apparaissant comme des régions circulaires à variance exceptionnellement faible dans les données. Penrose et ses collaborateurs ont nommé ces caractéristiques points Hawking, en l'honneur de Stephen Hawking. Ils ont affirmé en 2018 les avoir détectés dans les données Planck. D'autres groupes ont réanalysé les mêmes données et ont conclu que les motifs étaient en cohérence avec des fluctuations aléatoires dans le bruit, dans la plage attendue par hasard, sans avoir besoin d'invoquer des cycles cosmiques précédents. L'équipe originale a contesté ces conclusions. Le débat est toujours actif dans la littérature évaluée par des pairs.
et la question de savoir si les points Hawking sont réels ou des artefacts d'analyse n'a pas été définitivement tranchée. Au-delà de ces tentatives, le multivers reste formellement non testable de manière directe avec un instrument existant ou raisonnablement prévisible. Non pas parce que le bon télescope n'a pas encore été construit, mais parce que la physique qui génère d'autres univers, dans la plupart de ses formes, les isole également de nous d'une manière qui ne cède pas à l'amélioration technologique. L'horizon cosmique recule à mesure que l'univers vieillit, mais il ne disparaît jamais. La séparation inflationnaire entre les bulles croît plus vite que n'importe quel signal ne peut la traverser. La décohérence qui isole les branches quantiques est, dans certaines formulations, fondamentalement irréversible. C'est la déclaration la plus honnête que l'on puisse faire sur le statut expérimental du multivers au milieu des années 2020. Les recherches sont réelles, les prédictions théoriques sont suffisamment spécifiques pour être recherchées, et jusqu'à présent, rien n'a été trouvé. Cela pourrait changer. La physique a un historique de fourniture de preuves pour des phénomènes qui semblaient autrefois inaccessibles. Des ondes gravitationnelles traversant des détecteurs après un siècle de prédictions théoriques, le boson de Higgs apparaissant enfin au LHC après des décennies de recherche, le fond diffus cosmologique découvert par hasard par des ingénieurs pointant une antenne vers le ciel. Mais il se peut aussi que certaines questions se trouvent réellement au-delà de l'horizon de ce que l'observation peut jamais nous révéler. Le multivers pourrait être l'une de ces questions. Que cela le place à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la science est un débat qui dépassera probablement la génération actuelle de physiciens qui y travaillent, et cela pourrait être l'un des débats méthodologiques les plus importants que le domaine ait jamais connus. Il serait trompeur de présenter le multivers uniquement comme une frontière passionnante de la physique théorique sans reconnaître que des scientifiques sérieux et distingués pensent qu'il a fait fausse route de manière importante. Les objections ne proviennent pas de profanes ou de personnes peu familières avec la physique. Elles viennent de physiciens qui ont passé leur carrière sur ces problèmes exacts et ils méritent d'être entendus clairement. Paul Davies, un physicien théoricien australien de l'Université d'État de l'Arizona, qui a beaucoup écrit sur la philosophie de la cosmologie, a avancé l'argument pointu selon lequel invoquer une infinité d'univers invisibles. Pour expliquer les caractéristiques de celui que nous observons, est tout aussi ad hoc que d'invoquer un créateur invisible. Son point de vue est que le multivers n'explique pas réellement le réglage fin. Il ne fait que déplacer le mystère. Il faut encore expliquer pourquoi le multivers possède la structure et les propriétés qui lui permettent de générer des univers avec la bonne physique. Pourquoi le paysage de la théorie des cordes contient-il des vallées compatibles avec la vie? Pourquoi l'inflation éternelle génère-t-elle des bulles qui réalisent ces vallées? La question plus profonde recule d'un niveau, mais ne disparaît pas. Et Davies soutient que ce n'est pas une explication. C'est un report. George Ellis est un cosmologiste sud-africain qui a collaboré avec Stephen Hawking sur certains des travaux mathématiques fondateurs de la cosmologie relativiste dans les années 1970. Et il a été l'un des critiques les plus persistants et les plus prudents sur le plan philosophique du multivers. Ellis a soutenu que le multivers a franchi une ligne séparant la physique de la métaphysique, que l'appeler science, parce qu'il découle mathématiquement de théories établies, est une erreur de catégorie. La science, dans la tradition qui a rendu la physique si fructueuse, exige des théories qui font des prédictions qui pourraient, en principe, être réfutées. Il faut pouvoir avoir tort. Une théorie qui prédit l'existence d'entités qui ne pourront jamais
dans aucune circonstance concevable, être observée ou détectée, une théorie immunisée contre toute infirmation possible, n'est pas une théorie scientifique au sens où la physique l'a toujours exigé. C'est une proposition métaphysique habillée du langage de la physique. Les mathématiques peuvent être valides. Quant à savoir si l'interprétation physique suit, c'est une question totalement distincte. Paul Steinhardt, qui a aidé à développer l'inflation dans les années 1980 et y a contribué pendant des décennies, Bosto est finalement devenu l'un de ses détracteurs les plus virulents. Son objection porte spécifiquement sur l'inflation éternelle et le multivers qu'elle génère. Une théorie qui dit que tout ce qui peut arriver arrive, quelque part dans une bulle, n'a aucun pouvoir pour expliquer pourquoi nous observons ce que nous observons. Si chaque valeur possible de la constante cosmologique est réalisée dans une bulle, alors le fait que nous observions notre valeur particulière n'est ni surprenant, ni prédit. La théorie est compatible avec absolument n'importe quelle observation. Et une théorie compatible avec toutes les observations possibles est, au sens logique, une théorie qui ne prédit rien. Steinhardt a proposé des cadres cosmologiques alternatifs, notamment le modèle cyclique développé avec Neil Turok, qui visent à expliquer les caractéristiques à grande échelle de l'univers sans nécessité d'inflation éternelle ou d'ensemble infini d'univers-bulles. Ces critiques n'ont pas tort de soulever ces préoccupations. Le problème de la testabilité est réel. La tendance de certains partisans du multivers à considérer les mathématiques comme une preuve pour la physique, à traiter l'existence d'autres univers dans les équations comme une confirmation de leur existence physique, est une étape philosophique que beaucoup jugent injustifiée. L'histoire de la physique comprend de nombreuses et belles théories mathématiques qui se sont avérées ne pas décrire la réalité. Les mathématiques sont un outil pour décrire le monde. Mais toute structure mathématique ne correspond pas à quelque chose de réel. Savoir lesquels le font est le travail de l'expérience. Et l'expérience est précisément ce à quoi le multivers résiste. La réponse des défenseurs est que le multivers n'est pas un choix. Ils ne voulaient pas qu'il soit là. Il est apparu comme une conséquence de l'inflation, de la mécanique quantique et de la théorie des cordes. Trois cadres motivés séparément. On peut s'opposer au multivers, mais il faut alors faire face au problème du réglage fin, au problème de la mesure en mécanique quantique, au problème de naturalité en physique des particules, sans les outils que fournit le multivers. Ces problèmes sont réels eux aussi. Il n'y a pas de solution propre d'un côté comme de l'autre. En résumé, la réponse honnête à la question « Combien y a-t-il de multivers ?» dépend presque entièrement du cadre considéré, et les cadres ne sont pas tous d'accord. Dans le tableau du niveau 1, il existe un univers qui est simplement beaucoup plus grand que ce que nous pouvons voir, peut-être même infini. On y trouve une infinité de régions semblables à la nôtre, où chaque histoire possible finit par se répéter. C'est que la version la plus conservatrice du multivers. Elle émerge naturellement des données cosmologiques dont nous disposons, ne nécessite aucune nouvelle physique et est, en ce sens, la moins spéculative de toutes les versions. De nombreux cosmologistes l'acceptent comme une implication raisonnable de résultats d'observations bien établis, même s'ils passent rarement beaucoup de temps à penser aux copies d'eux-mêmes qui suivent inévitablement. Le multivers bulle du niveau 2 dépend du caractère éternel de l'inflation. Les mathématiques des modèles inflationnistes les plus naturels et les moins finement réglés pointent toutes vers une inflation éternelle.
Si ces modèles sont corrects, alors il existe une infinité d'univers bulles, chacun ayant potentiellement une physique différente. Le multivers de niveau 2 n'est pas confirmé, mais il émerge naturellement d'un cadre bien étayé. Les univers bulles sont séparés d'une autre par une mer inflationniste qu'aucun signal ne peut traverser, ce qui les place en permanence hors de portée de l'observation. Et ce fait est au cœur du débat scientifique actuel sur le point de savoir si la théorie est une science ou une métaphysique habillée du langage de la science. Le multivers des mondes multiples du niveau 3 est soit vrai, soit faux, selon l'interprétation de la mécanique quantique qui décrit correctement la réalité. Si la fonction d'onde ne s'effondre jamais et que l'équation de Schrödinger est universellement valide, alors le nombre de branches est incalculable, effectivement infini, et croît à un rythme dicté par des événements quantiques se produisant partout dans l'univers simultanément, dans chaque atome, dans chaque particule, dans chaque photon. Si l'interprétation de Copenhague ou une alternative est correcte, il n'y a aucune branche. Les deux options sont compatibles avec exactement les mêmes résultats expérimentaux. À l'heure actuelle, nous ne savons pas laquelle c'est la bonne. Et il existe un véritable désaccord en physique sur la question de savoir si la question pourra jamais être tranchée expérimentalement. L'univers mathématique du niveau 4 est le plus spéculatif. Soit il contient littéralement chaque structure mathématique possible en tant qu'univers réel, soit c'est un cadre philosophiquement intéressant qui se trouve être cohérent avec la physique sans rien ajouter de physiquement significatif. Il n'existe actuellement aucune voie connue pour le tester, et de nombreux physiciens diraient qu'il n'y en aura jamais, que le multivers du niveau 4 vit, de par sa propre construction, en permanence en dehors du domaine de la science. Ce que les 4 niveaux partagent est quelque chose qui mérite réflexion. Aucun d'entre eux n'a été inventé pour lui-même. Savoir si l'une de ces destinations correspond à la réalité physique est une question qui ne sera peut-être pas tranchée de notre vivant. La physique qui génère les autres univers est aussi, dans la plupart des versions, la physique qui nous les cache. Et ce camouflage n'est pas une caractéristique accessoire. C'est structurel. Cela nous laisse dans une position inhabituelle. La question « Combien y a-t-il de multivers ?» n'a pas une seule réponse, mais au moins 4, imbriquées les unes dans les autres, issues de différentes branches de la physique, contestées par des personnes sérieuses sur des bases sérieuses et totalement non testées par l'observation directe. C'est une frontière, pas un établissement. Et la chose la plus honnête que l'on puisse en dire, c'est que nous vivons au cœur de l'une des questions les plus ambitieuses et les plus irrésolues de l'histoire de la science. La question est ça, combien y a-t-il de multivers, peut sembler être le genre de choses dont seuls les physiciens théoriciens pourraient se soucier. Abstraite, invérifiable, sans pertinence pour la vie quotidienne de manière directe. Mais elle contient certaines des questions les plus profondes que les humains aient jamais posées sur la nature de l'existence. Et les réponses, même spéculatives, changent la façon dont les physiciens envisagent les problèmes fondamentaux. Ce que nous pouvons dire avec confiance, c'est que l'univers observable, la sphère de 93 milliards d'années-lumière centrée sur la Terre, avec ses 2000 milliards de galaxies et ses centaines de milliards d'étoiles par galaxie, et ses innombrables planètes, et son au moins un cas confirmé de vie intelligente, est déjà à tous égards l'une des choses les plus complexes et les plus richement structurées que la physique décrive.
Et si la physique a raison, il se pourrait que ce soit la plus petite partie possible de tout ce qui existe. Savoir s'il existe d'autres univers est une question qui pourrait ne pas trouver de réponse au cours d'une vie humaine, ni même d'aucune vie. Mais c'est une question qui a déjà changé la façon dont les physiciens pensent la loi physique, la probabilité, la relation entre les mathématiques et la réalité, et ce que signifie exister. La question est productive, même lorsqu'elle ne peut être résolue. Elle révèle la structure de ce que nous savons, les limites de ce que nous pouvons savoir, et le vaste paysage inconnu au-delà de ces limites. Une partie de ce qui rend les débats sur le multivers si fascinants, même pour ceux qui restent sceptiques, c'est ce qu'ils forcent une confrontation avec des questions que la science parvient habituellement à esquiver. Pourquoi quelque chose existe-t-il? Pourquoi y a-t-il des lois? Pourquoi ces lois sont-elles celles que nous observons plutôt que d'autres? La physique a toujours supposé tacitement une réponse à ces questions et a passé son chemin. Le multivers est ce qui arrive quand on refuse de passer son chemin. Quand on insiste pour regarder directement la réponse supposée et se demander si elle tient la route. Parfois, c'est le cas. Parfois, on trouve en dessous quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Giordano Bruno posait des questions similaires au XVIe siècle. Il n'avait pas d'équation, pas de télescope, pas d'accélérateur de particules, ni de carte du fond diffus cosmologique. Il n'avait qu'un refus inquiet d'accepter que le monde observable soit tout ce qu'il y avait, et la volonté de payer un prix important pour le dire publiquement. La physique a changé de manière incommensurable depuis lors. L'inquiétude fondamentale derrière la question n'a pas changé du tout. Savoir si le prochain déplacement, de l'univers unique à l'un d'une infinité d'autres, suit le modèle historique, est une question au milieu de laquelle nous vivons. La réponse, quelle qu'elle soit, sera l'une des choses les plus marquantes que la physique nous ait jamais apprises sur la nature de ce qui est réel. Si des questions comme celle-ci sont le genre de questions que vous souhaitez continuer à explorer, alors abonnez-vous. Chaque vidéo sur cette chaîne va aussi loin. Dans la science, l'histoire, les personnes qui ont construit les idées et les incertitudes honnêtes qui subsistent. Il reste encore beaucoup à couvrir et c'est exactement l'endroit idéal pour le faire.